Part 1. Dans un atelier de Cleveland, à la fin de l'automne 1918, le colonel à la retraite John Taliaferro Thompson se tient devant un établi en bois encombré de ressorts, de composants en acier et de boîtiers de culasse usinés. L'air fleurbon l'huile et les copeaux métalliques. La lumière des fenêtres hautes tombe sur des plans épinglés au mur, chacun marqué de révision au crayon. Devant lui repose un prototype, compact, lourd, construit autour d'un principe qu'il croit capable de tout changer. Le grand conflit fait toujours rage en Europe, bien que des rapports télégraphiques arrivent quotidiennement, suggérant sa fin prochaine. Thompson ajuste une petite cale en bronze à l'intérieur de l'ensemble de la culasse, testant la résistance avec son pouce. Ce composant, pas plus grand qu'un domino, représente des années de travail théorique. Il est convaincu qu'il s'agit de la clé pour maîtriser un tir automatique dans un format assez léger pour être transporté par un seul homme. Theodor Eickhoff, le mécanicien en chef du projet, observe depuis l'autre bout de la pièce. Il a construit ce que Thompson a spécifié, mais il se demande en privé si cette cale en bronze a autant d'importance que le colonel l'affirme. Le prototype a fonctionné avec succès lors de tests contrôlés, enchaînant les cycles avec une régularité mécanique. Pourtant, Thompson reste obsédé par cette petite pièce triangulaire, expliquant à nouveau comment la friction entre des métaux différents retardera l'ouverture de la culasse juste assez longtemps pour que la pression dans la chambre chute. Eickhoff hoche la tête sans rien dire. Il a appris que les ingénieurs et les inventeurs poursuivent souvent des idées avec une certitude qui dépasse les preuves tangibles. Thompson soulève l'objet, évaluant son poids, près de 5 kilos à vide. Le canon est muni d'ailettes pour le refroidissement. La crosse, taillée dans du noyer américain, est basse et droite. Une poignée verticale s'étend vers l'avant sous le canon, positionnée là où l'instinct suggère qu'une main se calerait naturellement contre le recul. Tout est délibéré, tout est calculé. Pourtant, le projet a consommé plus d'argent et de temps que prévu, et la lutte pour laquelle il a été conçu pourrait s'achever avant le début de la production. Sur l'établi, à côté du prototype, se trouve une pile de correspondances du département de la Défense. Polie, non engageante, exprimant un intérêt sans promesse ferme. Thompson relit une lettre, puis la met de côté. Il sait ce qu'il pense. L'objet est coûteux, complexe, non prouvé. Ils veulent des fusils, de l'artillerie, des solutions conventionnelles. Ils ne comprennent pas encore que la nature des affrontements change, que le prochain choc exigera quelque chose entre le pistolet et le fusil, un outil capable de délivrer un tir soutenu à courte portée sans le fardeau des systèmes à bande ou des canons refroidis par eau. Il y croit, il y a engagé sa réputation et sa fortune. Dehors, la première neige de la saison commence à tomber. Thompson repose le prototype sur l'établi, saisit une petite lime et commence à lisser un bord du boîtier. Le travail continue. Quelque part dans son esprit, il sait que les hostilités pourraient cesser avant que cet outil n'atteigne le terrain. Mais le principe, se dit-il, perdurera. Le principe doit perdurer. Si des récits comme celui-ci vous aident à voir comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'ici. Et restez avec nous pour le prochain chapitre. Le BAT 2. John Taliaferro Thompson est né au Kentucky en 1860, fils d'un lieutenant-colonel ayant servi dans l'armée de l'Union. Il a grandi entouré de traditions militaires et d'une curiosité mécanique, des qualités qui l'ont mené à West Point, puis à une carrière dans les services de l'armement. Pendant des années, il a travaillé à l'amélioration des munitions et des équipements légers, observant comment la production industrielle pouvait répondre aux besoins stratégiques. Il a connu le conflit hispano-américain, observé l'évolution des systèmes automatiques et compris que la puissance de feu devenait concentrée, mécanisée et décisive. En 1914, il s'était retiré du service actif pour poursuivre des projets privés dans la manufacture d'équipements, convaincu que les prochaines crises exigeraient des innovations que l'establishment militaire tardait trop à développer. Le grand conflit confirma ses instincts.
Les rapports d'Europe décrivaient des affrontements dans les tranchées, des combats rapprochés et le besoin désespéré de systèmes automatiques portatifs. Le fusil d'infanterie standard, à verrou, précis à distance, s'avérait inadéquat dans la boue et le chaos du no man's land. Les soldats avaient besoin de quelque chose, capable de projeter plusieurs projectiles rapidement, sans nécessiter une équipe de service ou un emplacement fixe. Thompson a vu la faille et a cru pouvoir la combler. Son partenariat avec le commandant John Bell Blish débuta en 1915. Blish, un officier naval ayant des connaissances en métallurgie, avait observé des propriétés d'adhérence inhabituelles dans les culasses de canon navals lors de tests. Il théorisa que sous haute pression, certains métaux dissemblables présentaient une friction accrue, suffisante, croyait-il, pour retarder l'ouverture de la culasse d'un équipement sans nécessiter un verrouillage mécanique complet. Thompson s'empara de cette idée. Si le principe de Blish se vérifiait, cela permettrait à un pistolet mitrailleur de rester léger, tout en utilisant en toute sécurité une puissante cartouche de pistolet à des cadences automatiques. La théorie était élégante, les mathématiques convaincantes et le potentiel transformateur. Ils fondèrent l'Auto Ordnance Corporation en 1916, levant des fonds auprès d'investisseurs croyant en la vision et la réputation de Thompson. L'objectif était clair, concevoir et produire un pistolet mitrailleur utilisant le principe du Blish Lock, le livrer aux autorités avant la fin des hostilités et établir une nouvelle catégorie d'équipements d'infanterie. Thompson recruta des ingénieurs et des mécaniciens, loua un atelier et commença à traduire la théorie en acier et en bronze. Mais la théorie résistait à la pratique. Les premiers prototypes s'enrayaient, surchauffaient ou fonctionnaient de manière irrégulière. Le Blish Lock exigeait un usinage de précision. La cale en bronze devait s'ajuster exactement entre la culasse et le boîtier, maintenant le contact sous pression, tout en se libérant en douceur pendant le recul. Toute variation dans les tolérances causait un dysfonctionnement. Thompson poussa son équipe à affiner les mesures, ajuster les tensions des ressorts et tester des combinaisons de matériaux. Les mois passèrent, les coûts grimpèrent, les investisseurs devinrent anxieux. Le département de la Défense observait de loin, poli mais non engagé. Fin 1918, Thompson tenait un prototype fonctionnel, mais le temps pressait. La fin du conflit semblait imminente. Si l'outil ne faisait pas ses preuves rapidement, les autorités perdraient tout intérêt et l'entreprise entière s'effondrerait. Thompson le savait. Il savait aussi que le principe, le verrouillage par friction, l'adhérence différentielle théorisée par Blish, était soit correct, soit erroné. Et s'il ne l'était pas, tout ce qu'il avait construit reposerait sur une physique mal comprise. Part 3. Le pistolet mitrailleur Thompson fonctionne sur ce que son créateur appelait le système Blish Lock, un mécanisme à retardement basé sur la croyance que des métaux dissemblables sous haute pression créent une résistance mesurable par friction différentielle. Le concept était simple en principe. Lorsque l'équipement tirait une cartouche, 45 ACP, les gaz en expansion propulsaient le projectile vers l'avant et poussaient la culasse vers l'arrière. Au même instant, une cale en bronze, le composant Blish Lock, positionné entre la face de la culasse et la surface intérieure du boîtier, se bloquait momentanément par friction. Maintenant, la chambre fermait assez longtemps pour que la pression chute à des niveaux sûrs. Ce n'est que lorsque la pression diminuait que la friction se relâchait, permettant à la culasse de poursuivre sa course arrière, d'extraire l'étui usagé, de comprimer le ressort de rappel, puis de revenir vers l'avant pour chambrer la cartouche suivante. Thompson expliqua ce mécanisme à maintes reprises aux observateurs, ingénieurs et investisseurs potentiels. Il démontrait comment la cale en bronze, précisément inclinée et usinée, créait un avantage mécanique temporaire sans ajouter le poids et la complexité d'une culasse rotative ou d'un canon basculant. Le système, affirmait-il, permettait à l'équipement de tirer 600 à 700 coups par minute, tout en restant assez léger pour être porté et utilisé efficacement par un seul homme, la cartouche.
45 ACP, la même que celle du pistolet M1911, offrait une puissance d'arrêt sans nécessiter les pressions des munitions de fusil qui imposeraient une construction plus lourde. Le défi d'ingénierie résidait dans l'intégration. L'objet devait équilibrer des exigences contradictoires, une taille compacte pour la maniabilité, un poids suffisant pour absorber le recul, une simplicité pour l'entretien sur le terrain et une robustesse face aux conditions rudes. L'équipe de Thompson conçut un canon à ailettes pour dissiper la chaleur lors d'un usage soutenu, un ensemble de canons amovibles pour le nettoyage et une poignée avant verticale pour contrer le relèvement du canon. La crosse en noyer était droite et basse pour aligner l'axe du canon avec l'épaule de l'utilisateur. Chaque dimension représentait un compromis calculé entre portabilité et contrôle. Pourtant, lorsque Thompson présenta l'objet aux évaluateurs de l'armement début 1919, leur accueil fut prudent. Ils reconnurent l'ingéniosité mécanique, mais mirent en doute la nécessité. Le conflit était terminé. Le besoin immédiat s'était dissipé. Plus fondamentalement, ils n'étaient pas convaincus que le Blitzlock apportait ce que Thompson prétendait. Certains évaluateurs soupçonnaient que l'outil fonctionnait principalement par simple recul, que la masse de la culasse et la résistance du ressort suffisaient à retarder l'ouverture, rendant la cale en bronze redondante. Thompson répliqua avec les données métallurgiques de Blich, insistant sur le fait que le principe de friction était mesurable et essentiel. La résistance n'était pas hostile, seulement sceptique. Les achats officiels privilégiaient les conceptions éprouvées, les améliorations progressives et l'efficacité des coûts. L'équipement de Thompson était coûteux à fabriquer, exigeait un usinage précis et introduisait un composant théorique difficile à vérifier sur le terrain. Les évaluateurs posaient des questions directes. L'outil pouvait-il fonctionner sans le Blitzlock? Thompson avait-il testé une version simplifiée? Quelles preuves prouvaient que la cale était nécessaire au-delà des modèles théoriques? Thompson esquiva. Il croyait au principe avec une certitude telle que le doute lui semblait être une incompréhension. L'objet fonctionnait. Les tests le prouvaient. Le mécanisme, tel que conçu, offrait les performances promises. Savoir si le Blitzlock était essentiel ou accessoire lui semblait être une question passant à côté de la réussite globale. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Part 4. Les essais se poursuivirent tout au long de 1919 et en 1920, alors même que l'intérêt des autorités se refroidissait. Thompson organisa des démonstrations sur des champs de tir près de Cleveland, utilisant des milliers de munitions sur plusieurs prototypes pour prouver la fiabilité. Les ingénieurs enregistraient les cadences, mesuraient les températures des canons et documentaient les incidents de fonctionnement. L'outil se comportait bien dans des conditions contrôlées, mais les tests sur le terrain révélèrent des problèmes. La boue s'infiltrait dans le mécanisme, encrassant la surface de la cale en bronze et provoquant des cycles erratiques. Le froid extrême figeait les lubrifiants, augmentant la friction au-delà des tolérances calculées. Les chargeurs tambours, des cylindres distinctifs de 50 et 100 munitions, étaient lourds, coûteux à produire et sujets à la fatigue des ressorts. Theodor Eickhoff proposa des modifications. Simplifier l'ensemble de la culasse, augmenter les jeux pour accommoder les débris, remplacer la cale en bronze par un mécanisme de retardement plus simple. Thompson résista. Chaque suggestion lui semblait être l'aveu que le principe original était défectueux. Il autorisa des ajustements mineurs, de meilleurs joints, des ressorts de chargeurs plus robustes, une métallurgie affinée pour la cale, mais refusa d'abandonner le Blitzlock. L'équipement, insistait-il, fonctionnait grâce au retard par friction, et non malgré lui. Pendant ce temps, Otto Ordnance luttait financièrement. Les coûts de production dépassaient les projections. Les autorités ne montraient aucune intention de passer commande. Les investisseurs exigeaient des résultats. Thompson avait besoin d'un marché, mais l'institution en temps de paix n'achetait pas d'équipements expérimentaux.
Il pivota, proposant le pistolet mitrailleur Thompson aux forces de l'ordre et aux agences de sécurité civile. Les publicités mettèrent l'accent sur la puissance d'arrêt, la rapidité de tir et l'ingénierie américaine. L'adoption fut limitée, quelques départements de police, des entreprises de sécurité privée, des exploitations minières dans des zones isolées. Les ventes couvraient les frais mais ne justifiaient pas l'investissement, puis survint une conséquence inattendue. Les caractéristiques qui rendaient le Thompson redoutable en théorie le rendirent attrayant pour ceux opérant hors des cadres légaux. Pendant la Prohibition, certains milieux découvrirent qu'un système automatique compact utilisant des munitions de calibre .45 pouvait surmonter les désavantages numériques et intimider la concurrence. La fiabilité, la capacité de chargeur et la portabilité du Thompson convenaient à des contextes que son créateur n'avait jamais imaginés. Les journaux commencèrent à associer l'objet à l'insécurité urbaine, érodant sa réputation auprès des acheteurs légitimes. Thompson vit sa création devenir tristement célèbre plutôt que célébrée. Il avait conçu cet outil pour les soldats, pour les tranchées, pour la défense nationale. À la place, il devint un symbole de désordre. La réussite technique, le Blitzlock, la conception intégrée, l'équilibre soigné entre performance et portabilité, disparut derrière les gros titres sensationnalistes. Il continua de défendre son principe, d'expliquer le mécanisme de friction, d'insister sur le fait que l'équipement fonctionnait exactement comme prévu. Mais le public et la presse ne s'intéressaient pas à la théorie métallurgique. Ils voyaient les résultats, pas les principes. Auto-ordnance persista, produisant des modèles par petits lots, affinant les processus de fabrication, attendant que le marché tourne. Thompson restait convaincu qu'un jour, les institutions reconnaîtraient ce qu'il avait créé. L'objet fonctionnait. Le principe était solide. Le temps, croyait-il, lui donnerait raison. Part 5. Au milieu des années 1920, des ingénieurs extérieurs à auto-ordnance commencèrent à examiner la conception du Thompson avec un regard neuf. Certains acquirent des modèles déclassés, d'autres travaillèrent à partir de dessins techniques, circulant dans les réseaux spécialisés. Leurs analyses aboutirent à une conclusion constante. Le Blitzlock ne contribuait presque en rien au fonctionnement de l'outil. Des tests démontrèrent que retirer totalement la cale en bronze n'avait qu'un effet négligeable sur la cadence, la fiabilité ou la gestion de la pression. Le système fonctionnait principalement comme une conception à simple recul. La masse de la culasse et la résistance du ressort de rappel suffisaient à retarder l'ouverture jusqu'à ce que la pression dans la chambre diminue. Le principe de friction que Thompson avait défendu était mécaniquement insignifiant. Cette révélation n'invalidait pas l'équipement lui-même. Cela signifiait simplement que Thompson avait réussi pour des raisons partiellement différentes de celles qu'il comprenait. La répartition soignée du poids, le calibrage des ressorts, la sélection des matériaux, ces éléments se combinaient pour créer un pistolet mitrailleur fonctionnel. Le Blitzlock était un ajout élégant qui ajoutait coût et complexité sans contribuer à la performance. Plus tard, des fabricants concevraient des versions simplifiées sans la cale, et ces objets fonctionnaient de manière identique à l'original de Thompson. Thompson lui-même n'accepta jamais pleinement cette conclusion. Même lorsque les preuves s'accumulaient, il maintenait que le principe de friction était réel, mesurable et essentiel. Sa conviction n'était pas malhonnête. C'était la résistance naturelle d'un inventeur dont la base théorique s'avérait superflue, mais dont la réussite pratique restait valable. L'objet fonctionnait. Les personnels de terrain finiraient par l'utiliser. Le principe, croyait-il, devait donc être fondé. Le second conflit mondial vint valider le concept du pistolet mitrailleur, même si la théorie spécifique de Thompson sur la friction restait non prouvée. L'équipement connut un service intensif sur de multiples théâtres d'opération, apprécié pour les qualités mêmes que Thompson avait soulignées, portabilité, tir rapide, fiabilité dans des conditions difficiles. Les variantes ultérieures, comme le M1 et le M11, éliminèrent le Blitzlock et le canon à ailettes, simplifiant la production sans sacrifier les performances.
L'outil que Thomson avait bâti autour d'un principe mal compris devint un standard, précisément parce que ses autres décisions d'ingénierie, celles qu'il avait prises presque instinctivement, étaient justes. L'ultime curiosité est donc celle-ci. Thomson a créé un équipement qui fonctionnait pour des raisons qu'il ne comprenait pas totalement, articulé autour d'un principe inutile. Le Blish Lock était un vestige technologique d'une physique mal appliquée, un composant qui ajoutait du poids et de la dépense sans utilité fonctionnelle. Pourtant, l'objet qui l'entourait témoignait d'une véritable intuition. Thomson avait compris que les personnels de terrain avaient besoin de quelque chose entre le pistolet et le fusil, capable de délivrer un tir soutenu à courte portée sans les limites des systèmes lourds. Cette compréhension, et non la cale en bronze, fut l'innovation qui compta vraiment. Part 6. John Thomson s'éteignit en 1940, au moment même où l'équipement portant son nom entrait en pleine production pour un conflit qu'il n'avait pas anticipé. Il ne vit jamais son pistolet mitrailleur déployé à l'échelle qu'il avait imaginée, ne fut jamais témoin de son adoption par des forces à travers le monde, et ne reçut jamais la validation institutionnelle pour laquelle il avait œuvré pendant des décennies. Mais sa création perdura, évoluant au-delà de sa vision initiale vers quelque chose de plus simple et polyvalent que le prototype de Cleveland et sa cale en bronze méticuleusement usinée. L'héritage d'ingénierie du Thomson est complexe. D'un côté, il a démontré que des croyances théoriques profondes peuvent coexister avec un succès fonctionnel, qu'un inventeur peut se tromper sur le pourquoi tout en créant un comment efficace. De l'autre, il a établi des principes fondamentaux pour la conception des systèmes automatiques légers que les ingénieurs suivants allaient affiner. Fonctionnement par recul, munitions de calibre pistolet, sélecteur de tir, poignée avant pour le contrôle. Ces éléments sont devenus des standards, non parce que Thomson maîtrisait la dynamique des frictions, mais parce qu'il avait compris le vide opérationnel entre les équipements existants. Le Blish Lock lui-même disparut de la conception des systèmes mécaniques, restant principalement comme une curiosité historique. Les ingénieurs modernes, étudiant le Thomson, y voient une leçon sur la différence entre l'élégance théorique et la nécessité mécanique. Le principe défendu par Thomson, la friction différentielle entre métaux sous pression, n'était pas faux dans l'absolu, mais il était non pertinent dans cette application. Les forces en jeu étaient trop brèves, les pressions trop hautes et les tolérances trop variables pour que l'effet ait une importance. L'objet a réussi parce que les instincts pratiques de Thomson l'ont emporté sur ses hypothèses théoriques. Ce qui reste est une étude sur la conviction face à la complexité. Thomson croyait si fermement au Blish Lock qu'il n'a jamais sérieusement envisagé de tester l'outil sans lui. Sa certitude a façonné chaque décision, chaque raffinement, chaque explication fournie aux évaluateurs sceptiques. Cette même certitude l'a rendu imperméable aux preuves, suggérant que le principe était inutile. Il est mort persuadé d'avoir maîtrisé une propriété physique fondamentale, alors qu'il avait simplement construit un système à recul bien équilibré autour d'un composant élégant mais superflu. C'est peut-être là l'enseignement le plus profond. L'innovation suit rarement les chemins rectilignes imaginés par les inventeurs. Thomson cherchait à prouver une théorie métallurgique et a fini par créer un outil pratique fonctionnant pour d'autres raisons. Son héritage n'est pas le Blish Lock, c'est la compréhension que le combat d'infanterie nécessitait un tir automatique portable et qu'un tel outil pouvait être conçu avec les matériaux et les techniques existants. La cale en bronze était son explication, l'objet lui-même était son accomplissement. Le pistolet mitrailleur Thomson demeure dans les musées, les films et l'histoire, symbole d'une époque et rappelle que le succès en ingénierie émerge parfois de l'espace entre la théorie et la pratique. La conviction de Thomson a donné l'élan au projet. Son erreur de compréhension du mécanisme n'a pas empêché l'objet de remplir sa mission. Et en fin de compte, la question de savoir pourquoi il fonctionnait importait moins que le fait qu'il fonctionne effectivement.
Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la façon dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.